toutes et à tous. Le Dojo Zen de Paris est très heureux d'accueillir aujourd'hui, samedi 16 mars 2024, Guy Séka-Faure, qui va nous faire une conférence sur ce thème, Ikkyu, un moine zen en enfer. Ikkyu est le maître zen le plus populaire du Japon. Depuis la publication du manga éponyme, il est peut-être le maître zen le plus populaire de France. Sa manière d'être au monde et son enseignement en dehors des normes sociétales et institutionnelles trouvent certainement une résonance dans notre monde aujourd'hui. À travers une sélection de poèmes, nous tenterons de cerner ce personnage hors du commun et de mesurer la pertinence de son enseignement aujourd'hui. Guy Séka, tu es artiste peintre, illustrateur, musicien, dont le livre « 7 chemins sauvages » a été publié aux éditions de l'originel Acarias. Voilà. Et dans lequel tu as consacré un personnage donc sur Ikkyu avec 6 autres personnages hors du commun. Et tu as aussi publié Minuit et la vraie lumière aux éditions de l'Éveil. Et tu as été également illustrateur du livre Ryokan, moine du ciel de Dominique Blin. Tu es moine zen, disciple de Philippe Coupet, et tu as été responsable du Dojo Zen de Nantes de 2016 à 2020. Voilà, merci. Je te laisse la parole. Nous avons quasiment 2 heures. Voilà, tu as environ 1h30 pour parler. Il peut y avoir une bonne demi-heure d'échange ensuite. Ouais, bon, on va voir comment ça se passe. Et puis, voilà. Donc, très bien, je te remercie. Merci beaucoup, Antoine. De rien. Donc, est-ce que tout le monde connaît Ikkyu? Au moins, est-ce que tout le monde en a entendu parler? C'est à vous de faire la conférence, non? Bon, d'accord. Donc, moi, je l'ai connu parce qu'en fait, en 1995, j'ai fait une initiation au dojo de Paris, rue Keller. Et juste quelques mois après, j'ai commencé à travailler aux éditions Glénat. Et c'est à ce moment-là qu'est sorti le premier tome des 4 volumes du manga Ikkyu. Et donc, pour moi, ça a été une grande découverte. Et je suis resté pendant 2 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans aux éditions Glénat. Et donc, tout au long de mon travail chez Glénat, j'ai accompagné la publication des 4 volumes du manga Ikkyu. Et en fait, le fait de commencer le zen juste quelques mois avant, ça m'a... En fait, la rencontre avec ce moine de papier, en quelque sorte, puisque voilà, ce moine de manga, c'est lui qui a accompagné mes premiers pas dans le zen. Et donc, pour moi, immédiatement, ça a été une grande source d'inspiration. Et donc, au fil de ma pratique, j'ai commencé à m'intéresser à ses poèmes et à sa vie, sa biographie. Et donc, j'ai commencé à faire des lectures. Le thème, c'était la rencontre entre la Beat Generation et l'Asie. C'était dans les années 2000. Et donc Ikkyu faisait un peu partie de ces personnages parce que, à cause de son caractère rebelle. Et j'ai donc produit un petit livret illustré
avec comme ça quelques éléments de biographie. Et ça m'a donné envie d'approfondir la chose. Et donc, c'est ce qui a donné un petit peu... ça a été à la racine, en fait, de ce livre « Sept chemins sauvages », dans lequel il y a ce sont des personnes qui ont un parcours qui se rejoint dans une approche enfin c'est leur côté, hein, on va dire, voilà, ils sont ancrés dans des traditions millénaires, mais en même temps ils sont complètement modernes dans leur manière très créative dans leur pratique. Et à partir de cette biographie que j'ai faite pour ce livre, eh ben, j'ai décidé aussi d'aller encore un peu plus loin dans le personnage d'IQ, puisque vraiment c'est quelqu'un qui fait partie un peu de ma pratique. Et donc, c'est ce qui a donné la base de cette conférence. Donc, c'est IQ, un maître zen en enfer. Donc, forcément, l'idée, c'est un peu on va se demander qu'est-ce qu'un maître zen fait en enfer, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il y a deux choses qui font qui lient IQ à l'enfer. C'est déjà la période dans laquelle il vivait, qui était une période très chaotique de l'histoire du Japon. Donc c'était dans les années 1300. C'était une période qui était assez proche en fait du Moyen-Âge qu'on a pu vivre en Europe, et particulièrement de la guerre de 100 ans, avec donc de nombreux conflits pour des conflits entre personnes qui essayaient de prendre le pouvoir. Il y avait aussi un grand bouleversement culturel et économique, et des révoltes paysannes, il y avait des épidémies, il y avait des famines. Et donc voilà, cette période était particulièrement... enfin, pour donner un exemple, par exemple, il y a des périodes où il y avait tellement de morts dans les rues de Kyoto qu'on ne pouvait plus emprunter les rues tellement les morts s'amoncelaient les uns sur les autres. Alors pour la conférence, en fait, ce que je vais faire, ce sera sans doute mieux. Je vais parfois lire quelques passages des notes que j'ai prises, et puis je ferai quelques digressions au fur et à mesure de la conférence. Il y a aussi, oui, je parlais d'un maître zen en enfer, donc il y a la période qui était particulièrement difficile, et il y a aussi le fait que l'un des points cruciaux de l'enseignement ou de la pratique d'IQ, c'était, et ça rejoint un petit peu ce dont parlait Philippe pendant son Kusen, c'est que samsara et nirvana, bien sûr, ne sont pas deux choses séparées, mais que c'est donc le samsara avec ces 6 royaumes de réincarnation, dont ce royaume infernal. Et donc voilà, cet enfer n'est pas séparé du nirvana, cet enfer n'est pas séparé du paradis, on pourrait dire, mais c'est seulement un point de vue, c'est seulement une manière d'appréhender le monde, enfin, ou plutôt une question de réalisation.
Et donc oui, pour Ikkyu, ce terrain infernal, c'était son lieu de pratique. Et voilà, c'était à lui de transformer cet enfer en paradis, en nirvana. Donc, on va commencer par son enfance, tout simplement. Et donc, là, je vais dire un peu comme ça va être plus fluide. Donc, Ikkyu était un fils illégitime de l'empereur. Et sa mère était une concubine, donc, de l'empereur. Mais, en fait, ce couple a été pris dans le conflit des cours du Nord et du Sud. C'est-à-dire qu'à cette époque, je vais vous résumer un peu la situation, mais ça fait que c'est pourquoi il y avait énormément de conflits aussi à cette époque, c'est parce que le pouvoir n'était pas stabilisé. Ainsi, donc, l'empereur Go-Daigo avait réinstauré le pouvoir impérial en 1333, établissant sa cour à Kyoto. Mais l'un des militaires, l'un des samouraïs qui l'avait aidé, qui s'appelait Ashikaga, s'est retourné contre lui en instituant un autre prétendant au trône à Kyoto. Et ça a donné la cour du Nord, tandis que Go-Daigo s'est enfui vers Nara pour établir ce qui est appelé la cour du Sud. Et les deux cours n'ont fait la paix qu'en 1392, tout en restant assez suspicieuses l'une de l'autre. Et donc, pour rétablir la paix, il y a eu des échanges, et donc la concubine, la mère d'Ikkyu, est devenue concubine de l'empereur, mais elle venait de la cour du Sud, tandis que l'empereur, lui, voilà, c'était la cour du Nord. En 1394, elle s'est retrouvée enceinte, et il y a eu des bruits qui ont couru sur elle pour essayer de l'écarter, écarter aussi son fils du trône. Et donc elle a été congédiée, elle a été expulsée dans une petite maison des alentours de Kyoto, avant qu'elle donne naissance à l'enfant qui est devenu Ikkyu plus tard. Donc, la bicoque accueille l'enfant, la mère et une nounou. Et Sengiku-maru, c'est le nom qu'a eu Ikkyu lorsqu'il est né. Sengiku-maru y apprend ses premiers mots, trace ses premières calligraphies sur un vilain papier de riz. Chaque soir, il voit sa mère verser des larmes sur leur sort. Toute sa vie, Ikkyu trimballera cette mélancolie dans son errance. Comme une intuition précoce sur l'impermanence, elle sera aussi parfois la source de ses plus profondes réalisations. Sa mère craint cependant pour la vie de son enfant et l'envoie vivre dans un monastère à l'âge de 5 ans. C'est un monastère immergé dans la structure des Gozan, les 5 montagnes. 5 grands monastères du Zen Rinzai, affidés au shogunat. On lui donne pour nom bouddhique Sojun. Ça, c'est un truc qui est hyper touchant dans la vie d'Ikkyu, c'est que ce qu'il a vécu avec sa mère, c'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie, et on va le voir à travers ses poèmes. Ça va vraiment déterminer
son parcours en tant que pratiquant du zen, finalement. Et sa mère a toujours été omniprésente dans sa vie. Donc, Ikkyu commence à pratiquer dans un monastère, après avoir été laissé par sa mère aux portes du monastère, en quelque sorte. Et il développe une aptitude particulière pour l'écriture et la poésie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mentionner dès maintenant, c'est que Ikkyu ne serait sans doute jamais devenu ce qu'il a été si il n'avait pas été un fils illégitime de l'empereur, parce que forcément, le fait d'avoir cette ascendance, même si elle est non officielle, a forcément braqué les projecteurs sur lui. Et aussi, il a passé 5 ans avec sa mère. C'était une femme issue de la noblesse, c'était une femme lettrée, et forcément, il a reçu une certaine sensibilité, un certain bagage intellectuel avant d'arriver dans le monastère. Et aussi, on peut dire que la situation vécue par sa mère a aussi, comme je le disais, provoqué cette sensibilité. Et donc, il a commencé à écrire ses premiers poèmes alors qu'il était enfant, dans l'adolescence, on pourrait dire, même. Donc, voici l'un de ses premiers poèmes qui, justement, fait écho à la situation vécue par sa mère. Dans les dévastations de l'automne, de jeunes beautés, à jamais fidèles, chantent entre les murs du palais. Dans les ombres du jardin, une concubine esselée. Les portes du suzerain ne s'ouvriront plus pour elle. Sous nos yeux, gloire et déchéance, joie et peine. La faveur du Seigneur s'étiole au fil du temps, et les herbes folles prolifèrent. Donc voilà, là on ressent bien l'état d'esprit d'Ikkyu à cette époque. Et il se retrouve donc dans l'un des plus grands monastères, l'un des monastères les plus importants de Kyoto. C'est un monastère qui est lié au pouvoir shogunal. Et en fait, ces monastères à cette époque, comme je le disais, c'était des monastères très riches. Les shoguns octroyaient des terres et l'argent assurant leur subsistance. Mais d'un autre côté, c'était les shoguns qui décidaient de l'avancement des uns et des autres au sein de leur hiérarchie. C'était donc davantage des centres de culture destinés aux gens de pouvoir que de véritables lieux de pratique du bouddhisme. Et on va même dire que pour plaire à leurs mécènes, les maîtres de ces monastères organisaient des après-midi poétiques où ils vendaient des certificats d'illumination pour leur faire plaisir en quelque sorte. Et donc Ikkyu s'est retrouvé... déjà il avait cette sensibilité en lui, et on peut dire peut-être une colère vis-à-vis de son... par rapport à l'abandon de sa mère. Et en tout cas, il s'est trouvé très frustré dans cet environnement où finalement les gens qui étaient dans les monastères, c'était des gens qui étaient liés à la noblesse, et pour eux, c'était une question, des histoires de carrière.
C'était une manière, oui, de faire carrière dans la société. Et donc, voici par exemple un poème que IQ fait alors qu'il est adolescent et qui commence à exprimer une certaine révolte par rapport à cet environnement qui ne répond pas à ses attentes spirituelles, on va dire. Donc voici ce qu'il dit dans son poème. Entre les sermons zen et l'enseignement du dharma, il s'épanche sur leur lignée familiale. Empli de honte, je lutte pour conserver le silence. Quand les paroles zen ne sont pas à la hauteur, les démons crient victoire et répandent l'ignorance. Donc, oui, il se retrouve avec des aristocrates qui sont obnubilés par leur ascendance et par leur avancement dans la hiérarchie des monastères. Et donc, très rapidement, enfin, il doit avoir 14-15 ans, IQ est très désillusionné et il décide de quitter les monastères, la structure des Gozan, la structure des grands monastères, pour rejoindre un maître de zen qui s'appelle Keno et qui, lui, vit de manière misérable. On va dire qu'il vit parmi les gens du peuple. Et à cette époque, il y avait des sortes de castes dans la société japonaise. Et donc les gens tout en bas au plus bas des castes, c'était les tanneurs par exemple, tous les gens qui s'occupaient des morts aussi, enfin, qui avaient attrait à la mort, les bouchers aussi, un peu comme c'était le cas aussi en Inde, enfin comme c'est le cas en Inde. Et donc Keno, lui, il avait un petit temple délabré dans les faubourgs de Kyoto, et il vivait dans l'un de ces quartiers pourris. Et IQ a trouvé qu'il y avait plus de sincérité dans sa pratique que dans celle qu'il trouvait dans les monastères. Donc il a décidé de tourner le dos à toute la carrière prometteuse qu'il pouvait avoir dans les grands monastères, parce qu'il commençait même à être un peu connu pour sa poésie. Les gens disaient, tiens, c'est le fils illégitime de l'empereur, il fait des belles poésies et tout. Enfin, voilà, les regards commençaient à se tourner vers lui, mais lui, bon, il décide de quitter cet environnement, de quitter quelque chose qu'il considère comme un mensonge. Et il rejoint Keno. Tu sais comment il le rencontre ? Alors ça dépend. Si tu regardes la bande dessinée, par exemple, tu vois, à un moment donné, ils font une sortie avec d'autres enfants, des acolytes du monastère. Et tu vois, il le voit en train de mendier sa nourriture, et il a un flash, quoi, et puis il se jette à ses pieds, tout ça. Et puis il lui dit non, retourne au monastère et tout. Enfin, bon, voilà, ça c'est l'histoire dans la bande dessinée. Après, en fait, par rapport à IQ, on a une biographie qui a été faite par l'un de ses plus proches disciples, qui s'appelait Bokuzai. Mais forcément, il n'y a pas forcément des détails sur son enfance. Et on ne sait pas exactement comment il a rencontré Keno. Après, il y a eu... c'est devenu, donc, comme je disais, l'un des maîtres zen les plus populaires au Japon. Et parce que même de son vivant, il y avait une tradition
orale. Il n'y avait pratiquement qu'une tradition orale qui circulait dans le peuple. Et même de son vivant, il y avait déjà des histoires qui circulaient sur son comportement, sur ce qu'il faisait, sur comment il se conduisait dans le monde. Et ça, c'est devenu des histoires qui sont devenues très populaires pendant l'ère Tokugawa, donc, qui est venue un petit peu après sa mort. Et il n'y a pas... Enfin, je veux dire... Dans le Japon moderne, par exemple, ils ont fait un manga, un dessin animé sur les espiègleries qu'il faisait dans le monastère quand il était enfant. Et donc, tout le monde, tous les gamins regardaient ce dessin animé à la télé. Donc, c'est vraiment... il est ultra populaire, quoi. Mais souvent, c'est un petit peu un mélange de mythes qui sont nés pendant sa vie, et donc c'est un mélange de choses qui ont été vraiment qui se sont vraiment passées, et donc d'extrapolation et tout ça. Et même si on lit le manga Ikkyu qui est très bien documenté, lui, Sakaguchi, c'est l'auteur du manga, il a décidé par exemple d'accoler dans la vie d'Ikkyu des petites histoires du zen sur d'autres maîtres, d'autres moines rebelles de l'histoire du zen, en fait. Par exemple, le Tanka qui brûle une statue en bois de Bouddha. C'est dans le manga, mais c'est pas Ikkyu qui a fait qui a brûlé cette statue. C'était une autre histoire, quoi. Et comme ça, voilà. Donc même dans le manga, il a collé ensemble plusieurs histoires, quoi. Mais ouais, donc est-ce que j'ai répondu à ta question? Je sais. C'était quoi la question? Comment elle l'a rencontré? Oui, bah non, parce qu'en fait, je sais pas trop. En fait. On sait pas trop, c'est vrai. Mais toujours est-il que voilà, il a pratiqué pendant 4 ans avec Keno, dans le plus grand dénuement. Il vivait vraiment une vie très difficile, on peut dire complètement ascétique, où ils dédiaient complètement leur vie aux gens des quartiers défavorisés. Et bon, après, je pourrais parler de ce qui est dit dans le manga, mais et moi-même, je le reprends dans la biographie. Mais bon, Keno, c'était ne pas faire de discrimination, voilà, entre le pur et l'impur, voilà, et d'après, voilà, enfin, si tu veux avoir des détails, il faut lire le livre. Non, je sais pas. Mais bon, il y a eu qu'un seul manga. Ouais, enfin, il y a eu le manga livre. Parce que moi, je l'ai vu en 2 tomes. Et quand tu parlais de 4, pour ça, tout d'un coup, j'ai un doute. Ouais, il y a 4 tomes. Et moi, j'ai une édition en 2 tomes. Enfin, c'est pas à moi, mais... Ouais, c'est parce qu'il y a peut-être que les 2 premiers. Parce que... non, c'était l'histoire complète. Hein. Ça allait jusqu'à sa mort. Hein. Enfin, j'ai pas 12 autres tomes. Bah, peut-être que t'as pas les 2 premiers, alors. Non, parce qu'il y a vraiment... Il y a 4 tomes. Chez Glénat, il y a 4... Les premiers, ça a été fait en 4 tomes. Après, ça a été réédité, par exemple, par les éditions Vent d'Ouest, en peut-être 6 ou 8 tomes, mais qui ont été découpés de manière différente que le manga japonais. D'accord. Et là, c'est en train d'être réédité, et pour l'instant, ils n'ont fait que 2 tomes, qui reprennent les 2 premiers tomes de Glénat. Hisashi Sakaguchi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ah, c'est carrément, j'ai une édition en 2 tomes. Et peut-être qu'ils ont regroupé... Eh bah, écoute... A priori, tu peux venir là, Elodie, si tu veux. Ok, d'accord. Bon, enfin, c'est un détail. Non, bon, disons que le premier, tel que ça a été publié au Japon et tel que ça a été publié en premier par Glénat, c'était en 4 tomes. D'accord. Voilà.
sur l'édition d'Antiquité. Le manga au Japon date de quelle époque ou quelle date? Et ben en fait, Sakaguchi est mort en 96, donc juste au moment où on a commencé à publier les mangas en France. Et il venait juste de finir IQ. Donc voilà. Donc oui, le dernier volume d'IQ au Japon a été publié en 95-96. Donc voilà, oui, Keno c'est bien, mais il est mort après 4 ans. IQ était avec lui pendant 4 ans et il est mort au bout de 4 ans. Donc je vais vous lire... Mais après 4 années, IQ voit Keno tomber malade, mourir, laissant le jeune moine orphelin, désemparé. Suivant les vœux de son maître, IQ entreprend le pèlerinage de Kiyozumi-dera, un sanctuaire dédié à Kanon. IQ y médite et jeûne pour accompagner son deuil, des nuits, des jours, à en devenir fou. Au bout d'une longue semaine, il émerge de cette retraite exsangue, halluciné, et descend le sentier jusqu'au lac Biwa. Déboussolé, ébloui par les reflets dorés d'un soleil crépusculaire dansant sur les eaux, il s'avance en chancelant et balance son corps dans la flotte. Et ça, c'est dans la petite biographie qu'a écrit Bokuzai. Il aurait dit que je m'en remets à Kanon, si je survis, ce sera la preuve de sa protection. Sinon, je nourrirai les poissons et ce sera bien ainsi. D'un autre côté comme de l'autre, ce sera la voie du Bodhisattva. Alors que son corps sombre dans les eaux noires, une pensée fugitive pour sa mère le ramène à la surface. Pense à ta mère, ne fais pas de mal à ton corps. L'éveil fera son chemin, ne sois pas impatient. Semble lui souffler une voix. Et donc après cet épisode, ce suicide raté, on va dire, il rejoint sa mère dans un état pitoyable. Et donc, il va passer quelque temps auprès de sa mère. Alors, c'est pas évident, mais il est possible que sa mère, elle soit devenue une religieuse et qu'elle connaissait Kazo. En tout cas, une fois qu'il s'est remis en forme, IQ est parti rejoindre le petit temple de Kazo. Et alors, Keno et Kazo, en fait, c'était 2 maîtres de ce qu'on va appeler la lignée Otokan. C'est une lignée Rinzai très exigeante, qui est normalement insiste sur un zen pur, sans artifice. Et cette lignée, le temple principal de cette lignée a fini par faire partir des 5 monastères principaux, les Gozan, mais ce monastère était plus particulièrement lié, cette lignée Otokan était plus particulièrement liée à l'empereur et moins au shogunat en fait. Mais bon, peu importe. L'important, c'est que c'était
c'était une lignée un peu plus, on va dire, un peu plus pure, enfin, dans sa démarche, que les autres monastères, qui étaient donc plus, on va dire, mondains, ou bon, enfin. Oui, bon, Ok. Alors, forcément, comme c'est la règle, donc Caso se retrouve devant la porte du temple, et au début, Caso ne veut pas de nouveaux disciples, et donc son premier disciple, qui s'appelait Yoso, il le rejette, quoi. Il lui balance de l'eau dessus, il le tape avec un bâton, va-t'en et tout ça. Et Ikkyu décide, bon, s'il doit mourir, il préfère mourir devant le temple de Caso que repartir. Donc il se met en zazen devant son temple et pour montrer sa détermination. Et donc malgré les coups de bâton, les baquets d'eau, malgré la neige qui tombe sur lui, il reste, et Caso, au bout de quelques jours, va l'accepter comme disciple. Et donc, c'est un... Oui, le mieux c'est que je lise aussi ce passage. Bien qu'étant tous deux issus de la même lignée, l'approche de Caso est totalement différente de celle de Kenno. Et cela n'a pas empêché les deux maîtres de se reconnaître et de se respecter mutuellement. Ainsi, Sojun se retrouve à la porte. Oui, bon, ça j'ai déjà raconté. Donc la vie avec Caso, qui n'hésite pas à utiliser violemment son bâton pour éduquer ses disciples, est très dure. Sojun, c'est son nom bouddhique, n'est-ce pas, avoue dans un poème « J'endure les douleurs de l'enfer ». Et oui, ce qui est très important avec Caso, c'est que les gens, enfin, ils ne pratiquent pas la mendicité, ils cultivent un petit potager, et il faut ils reçoivent un petit peu d'argent de quelques donateurs, mais c'est vraiment aux moines qui sont dans le temple de se bouger pour parvenir à survivre. Et donc c'est pourquoi, au bout de quelques temps, Caso demande à Ikkyu d'aller trouver un boulot dans les faubourgs de Kyoto. Et donc Ikkyu va trouver un boulot pour faire des poupées chez un fabricant dans les faubourgs de Kyoto. Et pour aller du temple de Caso au faubourg de Kyoto, il y a pratiquement une journée, des heures de marche. Donc Ikkyu va parfois rester très longtemps chez ce fabricant de poupées, et il va commencer, tout en pratiquant très intensément le zen avec Caso, il va commencer à fréquenter les gens des faubourgs de Kyoto, qui sont constitués donc des castes les plus basses, mais voilà aussi des saltimbanques, des ouvriers et des prostituées. Et donc, comme je disais, donc Caso et Ikkyu, ils sont dans une lignée Rinzai, qui base donc leur enseignement sur l'étude des koans. Et donc, à un moment donné, Caso donne un koan à résoudre à ses disciples. Et il est dit que donc, chaque disciple commence à réfléchir à ce koan. C'est un koan sur la rencontre entre Unmon et Tozan.
une histoire de Tozan. Enfin, Tozan arrive chez Unmon et Unmon lui dit d'où viens-tu, combien de temps t'a-t-il fallu pour venir, enfin d'où viens-tu, il lui dit je viens de je sais pas de Pékin, et combien de temps t'a-t-il fallu pour venir jusqu'ici, ça m'a pris 15 jours, et alors il lui dit je regrette les sandales de paille que tu as utilisées pour venir, elles ont été usées en vain. Et donc voilà, ça c'est le koan à résoudre. Et donc chaque disciple commence à réfléchir dans son coin sur ce koan. Et un jour, Ikkyu entend un ménestrel chanter un passage du dit du Heikei sur une courtisane qui se trouve délaissée par le suzerain. Et donc, cela fait écho à ce qu'a vécu sa mère, et il a une profonde réalisation à ce moment-là. Et donc, il présente ce poème à Kazo. Du monde flottant au monde non flottant, il y a un temps de repos. S'il pleut, qu'il pleuve, si le vent souffle, qu'il souffle. Et donc, Kazo, pour commémorer sa réalisation, lui donne ce nom, un repos, qui veut donc dire, qui est Ikkyu, un repos. Voilà. Pardon, Ikkyu, c'est pas nuage fou, je croyais que ça voulait dire nuage fou en fait. Non, c'est un nom qu'il s'est approprié après. Ah, après c'est un nom. Nuage fou, ouais. D'accord. Ou nuage c'est un. Ah, oui. Ikkyu, c'est un repos. Voilà, Ikkyu, ça veut dire un repos. Mais ce n'est que quelques années plus tard que Ikkyu va avoir sa véritable expérience d'éveil. Un jour, alors qu'il est en train, après un zazen, il est en train de se reposer sur la barque d'un pêcheur, et que la barque vogue au fil de l'eau, il entend le croassement d'un corbeau. Et entendant le croassement d'un corbeau, l'univers devient ce croassement. Et alors même, un repos disparaît. Et donc là, il a une entrevue avec Kasso après cette réalisation. « Tu n'es parvenu qu'aux frontières de l'éveil, Ikkyu. Comme le Harat, si tu es bien libéré, tu as encore du chemin à faire. Tu n'es pas encore maître zen, précise Kazo lors de leur entretien. Peu m'importe l'éveil, et qui cherche à être maître zen. Mon moi s'est envolé. Peu importe le chemin qu'il me reste à faire, être un simple Harat me convient bien, répond Ikkyu. Alors tu es vraiment un maître zen après tout, finit par s'écrier Kazo. Et donc, voici le poème de réalisation d'Ikkyu. Pendant 10 années, rongé par les discriminations, j'étais hargneux, fier, je m'en souviens encore. Au rire du corbeau, j'ai goûté le fruit du Harat. Ombre éclaboussée de soleil pour la dame de Chaoyang. Et même dans ce poème de réalisation, il fait référence à sa mère. C'est la dame de Chaoyang. C'est en fait une allusion à un poème chinois que je vais vous lire.
et vous allez faire directement le lien avec le vécu de sa mère. Un balai à la main, elle accueille l'aube au seuil du palais d'or. Il ne tint l'éventail rond serré contre lui qu'un bref instant. Plutôt que le jade blanc, mieux vaut le noir du corbeau. Des ombres mouchetées de plumière emplissent le hall de Chaoyang. Et donc c'est l'histoire d'une dame qui a été délaissée par une concubine qui a été délaissée par le suzerain et qui se tourne, qui devient une pratiquante de la voix, quoi, qui devient une nonne. Donc voilà, enfin moi je trouve ça assez touchant, c'est le fait que tout au long de sa vie, cet épisode de l'enfance reste omniprésent, quoi. Bon, enfin toujours est-il que Ikkyu tend ce poème d'éveil à Kaso et Kaso commence à lui calligraphier son certificat d'éveil. Et Ikkyu le refuse. Pourquoi voulez-vous attacher l'âne ? Voilà ce qu'il dit. C'est en quelque sorte, enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est un peu comme vouloir mettre des signes et des jalons un peu partout. Enfin, c'est comme l'oiseau qui vole dans le ciel à la vérité, la liberté du véritable oiseau. Bah, vous n'allez pas lui mettre des panneaux indicateurs sur son chemin, par exemple. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça ce qu'il veut dire par « pourquoi voulez-vous attacher l'âne ?» Toujours est-il que ce geste sincère crée d'intenses tensions avec Yozo, donc le premier disciple de Kaso. Et Ikkyu donc commence à s'absenter de plus en plus du temple de Kaso, et il va commencer donc une vie, on va dire, un peu plus dissolue, mais bon, à chaque fois qu'il revient au temple de Kaso, il est complètement son disciple et il le sert de la meilleure manière qu'il le peut. Mais au bout de... Enfin oui, ça se passe pas très bien en fait au temple de Kaso, et donc à un moment donné, il va commencer à fréquenter un moine du grand monastère de l'école de sa lignée, l'un des grands monastères des Gozan, qui s'appelle Kikagu. Et Kikagu, lui, c'est vraiment un moine assez dissolu, vraiment. Il fait des fêtes orgiaques, il organise des fêtes orgiaques dans son ermitage au sein du monastère, le monastère d'Aitokuji. Et donc, il va commencer à avoir une vision différente de la voix à travers ce moine libertin, on va dire. Et donc, ça va créer de plus en plus de tensions avec Kaso et avec ses condisciples, jusqu'à ce que finalement il y ait une rupture complète avec Kaso. Alors, par exemple, c'est pas quelque chose dont il parle dans la biographie qui a été faite par Bokuzai, mais il semblerait que pendant quelques années, pendant 6 années, on perd la trace d'Ikkyu, et il semblerait qu'il ait abandonné sa vie de moine et qu'il ait vécu avec une femme
en tout cas c'est ce que semble dire l'un de ses poèmes. Où il dit, en ayant marre des hommes, enfin parce qu'il avait, semble-t-il, un petit copain à ce moment-là, en ayant marre des hommes, je dirige ma queue frétillante vers une compagne. Me détournant de la voie étroite des compassions et sagesse, les palabres zen sont trop faciles, laissez-moi la fermer. Oui, il y a de plus beaux hymnes aux nuages de pluie à la terrasse de choux. Donc voilà. Il y a plus beau, la dernière phrase. Il y a de plus beaux hymnes aux nuages de pluie à la terrasse de choux. Parce que les nuages de pluie, dans l'expression chinoise, ça parle d'érotisme. Ouais, sans doute. Donc pendant 6 années, il disparaît et il réapparaît donc 6 années plus tard avec un enfant à ses côtés qui s'appelle Jotei et qui va l'accompagner tout au long de sa vie et qui deviendra plus tard un maître de thé et qui va être le seul descendant d'Ikkyu dont on a gardé la trace finalement. Et sa femme, elle est peut-être morte d'un des nombreux maux de l'époque, mais on n'en sait pas plus. Donc voilà, on arrive à un Ikkyu qui vit plutôt autour d'une ville portuaire du Japon qui s'appelle Sakai et qui est une ville en effervescence économique. Et donc il va commencer à se rapprocher de certains marchands, plutôt certains marchands de cette fortunés de cette ville vont commencer à s'intéresser à lui et à le soutenir un petit peu. Mais globalement, pendant 30 ans, il va vivre une vie d'errance et en fait, il va écrire de la poésie tout au long de cette vie et parfois se fixer dans un petit temple délabré avec quelques disciples à un endroit, et puis bouger et s'établir à un autre endroit. Et aussi, en fait, ils sont quand même assez tributaires de tout ce qui se passe à l'époque. Donc, comme je le disais, en termes de chaos politique, donc de guerre, de famine, de pandémie. Et, mais globalement, on va dire que c'est un moine errant, même si ça lui arrive de se fixer à certains endroits. Et globalement, c'est un moine qui vit dans la pauvreté et qui vit avec les gens du peuple. Et ça, je pense que c'est un point très important. C'est parce que, bien sûr, Ikkyu est très connu pour son côté anarchique et le fait qu'il fréquentait des maisons de plaisir, donc des prostituées, et qu'il il était connu pour ses beuveries et tout ça. Mais par exemple, c'était pas quelqu'un qui était au-dessus des prostituées, c'était quelqu'un qui était vraiment à leur niveau, quoi. C'est pas quelqu'un qui payait, par exemple, pour
Donc, je vais parler un peu de... Oui, en fait, par rapport à cette vie, oui, c'est un moine Rinzai, et donc il connaît parfaitement les Rinzai, et donc l'un des adages de Rinzai, c'était ne pas adorer le sacré et haïr le profane. Et donc c'est ce qu'il met en pratique dans sa vie, et pour lui, il met un point d'honneur à mettre cela en pratique. C'est une manière pour lui aussi, finalement, de dénoncer l'hypocrisie et, on va dire, l'illégitimité des grands monastères et des moines qui se cachent dans leur monastère et qui ont une vie parfois très dissolue. Oui, voici. Oui, par rapport à cette question de fréquenter les maisons des plaisirs, il ne faut pas croire que Ikkyu ne voyait pas la détresse inhérente à ces quartiers. Enfin, par exemple, voici un poème où il chante. En fait, c'est un poème où il se moque d'Ananda lorsqu'il a été sauvé de justesse des mains savantes, les hôtesses d'un bordel par Bouddha. Selon Ikkyu, peut-être Ananda aurait-il élargi sa vision étriquée et se serait-il éveillé plus rapidement si Bouddha était arrivé trop tard. Donc voici son poème. Qui, pour chanter l'orgie du bordel, une chanson de jeunesse me donne le tournis. Un épanouissement jamais vécu par Ananda. Un moyen habile vers l'éveil, cette lune évanescente d'automne. Et s'il aime acclamer son amour des femmes et du vin pour secouer ses pères religieux, au fil des ans, la détresse inhérente à ces quartiers de plaisir transparaît dans ses poèmes. Poussé par les troubles qui traversent les campagnes, les révoltes paysannes demandant l'abolition des dettes, des villages envahis par les soudards d'armées en déroute, des petites grappes humaines affluent constamment dans les villes et se disloquent sous les coups du sort. Les hommes mendient ou brigandent, les femmes se prostituent, meurent de maladie ou de faim, les enfants sont vendus. Les petites filles à des bordels, les petits garçons à des temples ou à des moines bouddhistes pervertis. Rien à voir avec ce qu'Ikkyu vit selon lui. Voici un autre poème où il dénonce ce qui se passe dans les monastères. Sexe au temple pour un zen démoniaque. Il ouvre ses portes à ses adeptes pour une réalisation mystérieuse, cette pourriture de Yozo. Au sein de cette dépravation généralisée, moi seul suis naturel. Donc lui, il considère que le fait de vivre parmi les peuples et finalement de laisser libre cours à ses penchants et à ses interactions avec les gens qu'il côtoie. Donc lui, il considère cela comme naturel. Alors que, par exemple, ce qui se passe dans les monastères où il y a forcément un rapport de domination, l'approche est totalement différente. Voici un autre poème. Farfelu et fou je suis. Tourbillonnant et provoquant l'orage, je vais et viens des marchands de saké aux maisons des plaisirs. Qui des moines, pourvus du seul œil mental,
oserait venir me questionner. Tantôt il désigne le sud ou le nord, tantôt l'est ou l'ouest. Donc voilà, il parle d'une pratique complètement libre et spontanée. Et donc, le fait de vivre parmi le peuple IQ développe une manière particulière donc, d'enseigner et d'interagir avec le peuple et donc de leur transmettre la voix. Donc c'est pas juste une question, enfin c'est une question d'être un homme de la voix et de vivre la vie de tout le monde en fait. Et bon, ça c'est une vision qu'on peut qualifier de moderne. Et aussi, il va... ça, c'est quelque chose, je pense, qui est typique du Zen Rinzai, mais il va donner il va faire des interventions théâtrales parmi le peuple pour marquer les esprits, pour trancher l'illusion des personnes qu'il côtoie. Et voici donc, par exemple, deux petites... Voilà. Oui, par exemple... Donc vivant parmi le peuple, IQ tente au mieux de rendre accessible la voix à tout un chacun, à travers sa manière de vivre, ses confrontations avec des branques de la spiritualité, ses apparitions théâtrales en place publique, un sabre de bois à la main. Et donc il crie avec ce sabre en bois, « Vous ne le savez pas, mais par le temps qui court, le monde est empli de fausse sagesse, comme l'est ce sabre en bois. Tant qu'il reste dans son fourreau, il a l'air d'un vrai sabre. Mais si on le sort, ce n'est qu'un bout de bois. Il ne peut tuer et encore moins sauver qui que ce soit. » Et un autre jour, il se balade un jour de Nouvel An, alors que la population s'enivre. IQ parcourt les rues en promenant un crâne au bout d'un bâton, le présentant à l'entrée des échoppes, au visage en liesse occupé à festoyer. Et il crie « Medetto », qui veut dire « meilleur vœu ». Et Medetto, ça veut aussi dire, phonétiquement, c'est phonétiquement similaire à yeux exorbités. Donc, c'était pour faire le rapprochement avec la tête de mort. Et donc, voilà, quelle séparation y a-t-il entre vie et mort, entre enfer et paradis, entre samsara et nirvana, semble-t-il crier à ses concitoyens. Et il va écrire un texte en prose qui s'appelle Squelette, qui va être un petit peu un condensé de ce qu'il comprend du bouddhisme et du zen, et il va en faire une bande dessinée pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc voilà, il a vraiment le désir de partager l'enseignement du zen avec tout un chacun. Et forcément, il rentre en conflit, enfin il est directement en conflit avec les gens des grands monastères qui lui en veulent beaucoup, et particulièrement avec son ex-condisciple Yozo. Et en fait, c'est vraiment deux approches du zen qui
qui se confrontent. Alors, par exemple, Yozo reproche à Ikkyu de salir leur lignée Otokan en se complaisant dans sa clochardise et en valorisant les années d'indigence de leur aîné Daito. Je vais expliquer Daito, mais c'était la personne qui est donc à la base, à l'origine de la lignée, l'un des maîtres à l'origine de la lignée Otokan, et qui a vécu parmi les pauvres de manière... parmi les gens les plus miséreux du Japon. Donc, en valorisant les années d'indigence de leur aîné Daito. Pour lui, seule la reconnaissance impériale du vieux... Pour Yozo, seule la reconnaissance impériale du vieux maître, la construction du monastère d'Aitokuji et les honneurs qui en ont découlé méritent d'être conservés par l'histoire. Les années d'ascèse de Daito à vivre sous le pont Gojo parmi le peuple, où l'existence frugale et austère menée pendant des années par lui-même et Ikkyu auprès de Kazo, sont pour lui une source de honte. De son côté, Ikkyu perpétue cette tradition en errant d'un ermitage délabré à l'autre et en traitant toutes et tous en égaux. Il perçoit cela comme une composante essentielle de leur lignée et il tient à l'affirmer en se posant comme son ultime représentant. Donc voici 3 poèmes qui vont illustrer ce que je dis. Une vie passée sous les vérandas déliquescentes, dans les cabanes en ruine, libérée des vanités de la gloire et du renom, tandis que dans les temples, l'avidité et la luxure se sentent comme chez eux. Et là, il fait une référence à Bouddha, j'en parlerai plus tard, mais 6 années à se broyer les os, dans le froid, affamé. L'ascèse était le sombre secret du Bouddha. Ceux qui imaginent réaliser facilement l'état de Bouddha sont juste de vieux sacs à patates sous une panoplie de moines. Voici un autre poème. Loin d'ici, au-delà du ciel, luit la lumière de Daito. Devant son monastère, on s'assemble aujourd'hui dans de belles litières pour suivre son exemple. Personne ne semble se souvenir du temps où, vivant du vent, il dormait au bord de l'eau. 20 années passées ainsi, sous le pont, à l'abri du pont Gojo. Et donc, je continue un peu. Abbé du Taitokuji, maître zen respecté, Yozo est persuadé d'être parvenu quelque part. Pour Ikkyu, il n'y a nul endroit où aller ni demeurer. Les destins des 2 moines se croisent régulièrement et à travers leur antagonisme se combattent 2 visions radicalement différentes de la pratique de la voie. Et par rapport à sa pratique, on pourrait dire que Ikkyu est le plus tantrique des maîtres zen. On peut dire ça par rapport à sa vie dissolue, qu'on qualifie de dissolue. Mais donc l'idée, c'était vraiment de ne pas créer de séparation et de ne pas vivre dans la dualité. Et s'il vivait effectivement, s'il s'adonnait à tous les plaisirs mondains, il avait en même temps une pratique très très exigeante. C'est quelqu'un qui étudiait constamment les textes et qui pratiquait régulièrement les zazen dans des ermitages.
et qui, voilà, on dit qu'il avait une vie dissolue, mais il avait une pratique assez sévère, malgré tout. Et donc, comme je disais, je vais lire ce passage par rapport à la situation de l'époque. Ce sera mieux dit que lorsque je le lis comme ça. Donc, c'est la guerre d'Onin. C'est l'une des guerres qui a eu lieu pendant ce moment-là. Elle dure 10 années. La situation politique ne cesse de se détériorer, provoquant disettes et révoltes paysannes. Où qu'il soit, Ikkyu dénonce vigoureusement, encore et encore, les errances de l'époque. Mais, dans ce Japon médiéval où la mort est omniprésente, à travers les guerres, les famines et les épidémies, où il arrive parfois que l'amoncellement de cadavres obstrue entièrement certaines rues, Ikkyu se conduit en véritable maître tantrique. Vous voulez que je vais vous lire ce passage aussi pour donner une image. C'est une image en fait que j'ai repris un peu justement du manga. Mais imaginez des charognes baudelairiennes accompagnant vos pas le long des rues poussiéreuses. Les cavités sépulcrales d'orbite vidées par les becs acérés de quelques corbeaux vous dévisageant, semblant vous demander « Que fais-tu encore ici ?» parcourant insouciant ce monde infernal. Les membres noircis, pourris, les ventres gonflés, sur le point d'éclater, les lèvres tordues, grignotées par des masses d'asticots grouillants, libérant les perles de 2 rangées de dents blanches, un sourire, une grimace. Pauvre de toi, tu es encore là. Des palanquins dorés traversent nonchalamment cette désolation. Des gardes armés écartant les indésirables, s'agglutinant pour mendier une maigre pitance. Voilà le quotidien de cette époque. Jamais Ikkyu ne cherchera à fuir la réalité de ce monde, aussi douloureuse soit-elle. Jamais il ne cherchera à s'élever au-dessus d'elle, à la dissimuler sous les dorures ou derrière les volutes d'une fumée d'encens. Et voici un poème qui illustre cette vision. Notre monde est troublé, les conflits prolifèrent. Ô chère paix, chère paix, chère paix, paix vénérée par tous. Attention, attention, comme sur le fil de l'épée, se cachant dans la montagne ou la forêt, l'homme de la foi ne peut réaliser la voie. Donc il dit, ne fuyez pas, ne vous cachez pas. Soyez toujours attentifs, présents à ce qui est, même si c'est horrible et douloureux. Et malgré ça, malgré cette période compliquée, on va dire, il y a toute une effervescence culturelle qui va se produire à cette époque. Par exemple, donc, au fil du temps, il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à s'attrouper autour d'Ikkyu, et beaucoup de ces personnes sont des artistes et des gens qui vont donner une nouvelle impulsion à la culture japonaise, et notamment dans le fait de voir la beauté, on va dire, dans ce qui est pas des fois même dans les défauts dans les défauts, oui, de voir la beauté dans les défauts même en fait. Donc par exemple, donc il y a Bokuzai, c'était un peintre.
C'était donc son disciple le plus proche. Il y a eu Kamparu, c'était quelqu'un qui a développé le théâtre No. Il y a Murata Shuko, il a formalisé la voie du thé. Donc voilà, ça prend ses origines à ce moment-là. Et donc dans le prolongement de ces expérimentations culturelles, on commence à envisager que toute activité, quelle qu'elle soit, peut devenir une voie. Peindre, arranger les fleurs, jouer de la flûte, boire du thé. S'emparant de l'enseignement du zen, on déclare que ce qui sacralise un acte est l'état d'esprit, la présence avec laquelle on le conduit. Une classe de moines et nonnes laïques, des pratiquants sincères perpétuant leur vie profane, se développe ainsi naturellement et accompagne une diffusion générale du zen dans la société. Le shogun Yoshimisa, assez incompétent politiquement, et cependant un esthète, un poète, et dans cette période de grande détresse, il décide de se détourner des exubérances et des dorures de ses prédécesseurs pour embrasser une esthétique inspirée du zen, dépouillée, austère, qui offre à voir les merveilles de l'imperfection. Il s'agit d'accueillir la vie telle qu'elle est dans l'instant et de percevoir Bouddha dans la plus infime des choses. À partir de cette période, le zen va devenir une source d'influence majeure sur la culture japonaise et s'imbriquer globalement dans la trame du pays. Et voici un poème d'Ikkyū sur la flûte dont il était très fan. C'était aussi un grand calligraphe. La pleine lune brille dans le ciel transparent de l'automne, survolant le grondement lointain des tambours d'une danse de village. Le son limpide de la flûte transmue toute chose en un flot de larmes. Frémissant, je m'éveille à nouveau d'un long rêve douloureux. Et donc, Ikkyū, il est aussi très connu pour avoir terminé sa vie dans les bras d'une femme. Cette femme, c'est Mori, une aveugle, une ménestrelle, c'était une musicienne, mais qui était issue de la noblesse. Et à cette époque, les femmes qui étaient liées, par exemple, au palais impérial ou au shogun, elles étaient mises à l'écart, à l'abri, dans des maisons à la campagne. Et cette dame qui était aveugle a préféré parcourir les routes plutôt que de rester dans l'une de ces maisons pour dames, on va dire. Et elle avait entendu parler d'Ikkyū et elle a voulu le rencontrer. Et donc, Ikkyū avait 77 ans, elle en avait 40, et elle a chanté pour lui lorsqu'ils se sont rencontrés, mais il ne s'est rien passé avant plusieurs rencontres. Et finalement, ils ont passé donc quelques années ensemble jusqu'à ce que, je crois qu'elle est morte quelques années après, et lui est mort peu après aussi. Et bon, je sais pas. Vous voulez peut-être un... Voici un poème sur Mori. Qui est plutôt soft. La totalité du moine est présente dans cet Enzo. Donc le Enzo, c'est le cercle zen qu'on fait avec le pinceau. La totalité du moine est présente dans cet Enzo. C'est le visage de Sutang qui vous regarde. Au chant d'amour de la chanteuse aveugle, les fleurs s'épanouissent,
en un millier de printemps. Sous-Tang, c'était l'un des maîtres précédents, l'un des maîtres de la lignée de d'IQ. Et donc voilà, il va mourir donc peu après. Il va mourir, et oui, mais à l'époque, oui, peu après, oui. Peu après, enfin, peut-être quelques années avant de mourir, il va être nommé à la tête du Daitokuji par l'empereur. Parce que le Daitokuji a été brûlé lors de la guerre d'Onin. Et donc, il faut le remettre il faut le reconstruire. Il semblerait que IQ a une telle popularité à cette époque qu'il a été choisi comme le plus apte à faire ce travail. Et aussi, c'est quelqu'un qui avait de nombreuses relations avec des riches marchands de Sakai, et ce sont ces soutiens qui ont permis, qui ont versé les fonds pour reconstruire le monastère de Daitokuji. Donc à la fin, il était, même s'il continuait sa vie profane, il a été reconnu comme, voilà, il a été hissé tout en haut de la hiérarchie, du zen, enfin des grands monastères, enfin en tout cas du monastère Daitokuji. Voilà, et je vais quand même mentionner. Ce monastère-là, c'était le 5e dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, c'est l'un des 5. Celui qui était de sa lignée. Il a été rajouté. Il y en avait 4 au départ, et il a été rajouté après. Voilà, c'était les 5 grands monastères. Et donc, ouais, je vais juste dire un mot sur Squelette. En fait, oui. C'est très difficile. Enfin, en France, j'ai pas vu de bonne traduction de ce texte. Donc, j'ai fait, à partir de plusieurs traductions, j'ai fait une traduction du texte Squelette, mais il n'est pas dans ce livre. Peut-être qu'il paraîtra si jamais tout ce travail sur IQ est publié un jour. Toujours est-il que Squelette, donc, c'est un condensé de la compréhension de d'IQ sur la voix. C'est un texte qui est très, on va dire, finalement assez orthodoxe, mais très poétique. Et où il met en fait un moine en errance en situation un petit peu, et à travers une sorte de rêve, il a une sorte de... Il explique sa vision de la voix qui est... Bon, ça s'appelle Squelette parce que c'est complètement marqué par la mort, en fait. C'est vraiment la base. Voilà, c'est un peu comme le Sutra du cœur. Voilà, tout est vide. Et c'est la grande... Voilà, on trouve la grande liberté à travers ça. Mais bon, c'est un texte très intéressant. Je vais simplement vous lire les 2 petits poèmes à la fin du texte, parce qu'ils sont typiques d'IQ, enfin typiques en tout cas, ils sont assez subtils. En brisant l'écorce des cerisiers, ils cherchent les fleurs encore à éclore, qui n'apparaissent qu'avec la brise du printemps. Donc ouais, c'est un peu un koan, quoi. Et aussi, bien qu'ils escaladent le ciel au-delà de toute limite, les nuages sans fin ne demandent rien au sutra de Gautama. Et le dernier, les questions profondes que nous posons par écrit ne sont que des traces évanescentes au sein d'un rêve. Lorsque nous
nous éveillons, même celui qui pose les questions a disparu. Et aussi, le plus important pour nous, n'est-ce pas, c'est que ce qu'il dit pour débuter son texte Squelette, il dit en noir sur blanc, tous les rouages du Dharma deviennent plus compréhensibles. Donc, ce qu'on pose par écrit, voilà, ça nous permet de comprendre un peu mieux, disons au moins intellectuellement, la voie du Bouddha, l'enseignement de Bouddha. Cependant, le débutant doit se concentrer entièrement sur Zazen. Donc, parce qu'il y a des gens qui disaient que IQ ne pratiquait pas Zazen, mais Zazen était à la base de sa pratique, vraiment. Voilà. Moi, j'aurais pu dire quelques trucs sur sa relation en quoi il était particulièrement moderne et en quoi il est particulièrement pertinent, merci. Pertinent, c'est marqué dans le texte de présentation. Pertinent pour le monde, pour nous, pour le monde d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut peut-être plus le faire à travers des questions et des échanges. Parce que de toute façon, je pense que son parcours et ce que j'ai pu en dire, ça parle de soi-même. Mais ceci dit, si vous voulez, voilà, c'est peut-être une meilleure manière de discuter de sa pertinence. Comment est-il mort, IQ? On sait, non? Il avait 84 ans, je crois, non? Et donc, il est mort de la décrépitude de son corps, je sais pas. Et tu vois, par exemple, Ryokan, il est mort vraisemblablement d'un cancer du côlon. Lui, on n'a pas. Je crois que c'est vraiment la fatigue du corps et peut-être un truc pulmonaire ou un truc comme ça. Ouais. Tu parlais de Ryokan à l'instant, et quand tu racontais la vie d'IQ, je pensais aussi à la fin de la vie de Ryokan, où aussi il avait une amie où il y avait une relation qui était quand même extra. Enfin, on sent que dans les textes, c'est extraordinaire, cette relation. Et je me demande comment ça s'insère dans la culture japonaise. IQ ou Ryokan, parce qu'il y en a un qui est extrêmement provocateur et l'autre qui a plutôt une âme d'enfant, on va dire. Ouais. Ryokan, j'en parle aussi c'est l'un des chapitres du livre. D'accord. Donc, après, je veux pas faire je veux faire la pub. Mais bon, ce qui est intéressant de mettre ces personnages ensemble, c'est de voir comment ils s'articulent parfois les uns par rapport aux autres. Ouais. Et notamment, l'un des personnages, c'est Gary Snyder, c'est un poète de la Beat Generation. Et donc le livre s'articule un peu autour de lui, parce qu'après je parle d'un Amérindien et tout ça. Mais aussi parce que Gary Snyder, c'est l'un des premiers traducteurs de Han Shan aux États-Unis. Et donc qui est complètement dans cette lignée de moines poètes anarchistes un petit peu, quoi. Avec je mets Ryokan aussi dans cette tradition. Ouais. Et alors Ryokan, disons que il semblerait qu'il... Ouais, mais il semblerait que par exemple entre Ryokan et Teishin, il n'y ait pas eu de rapport charnel. Ah, absolument, oui. Alors qu'entre IQ et Mori, c'était vraiment sensuel aussi, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il a un aspect tantrique pour dire le mot carrément, quoi.
Oui, ouais, tout à fait. Mais ce que je disais, c'est dans la manière dont il ne voulait pas faire de séparation entre sacré et profane, et de voir, aussi de réaliser la voix dans chaque, dans tout ce que la réalité, phénoménale, a à offrir. Voilà, on peut dire que c'est vraiment une définition du tantrisme. Et chercher la transcendance à travers la sexualité. C'était peut-être pas aussi systématique que ça. Pour lui, c'était l'un des aspects de la vie qui n'était pas du tout à rejeter. Au contraire, ça peut provoquer, comme il le dit lorsqu'il parle d'Ananda, ça peut provoquer l'éveil. Alors, je refais juste mon remarque sur la charge sur Ananda avec cette histoire des prostituées. Je rappelle que c'est Ananda qui a demandé au Bouddha Shakyamuni que les femmes puissent être nonnes. Sinon, le Bouddha Shakyamuni, au départ, il avait dit non, que les hommes. Oui, bien sûr. C'est Ananda qui lui a dit non, attends, là. Et on lui a beaucoup reproché à Ananda cette histoire. Et je me demande si cette histoire-là n'est pas un espèce de retour de bâton. Tu veux dire. Oui, d'accord. Juste dire, il ne faut pas être dupe non plus des histoires mythologiques qui circulent, qui ont été écrites. Quoi. Alors, on ne sait pas si c'est la réalité, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est plus le caractère mythologique que la réalité, finalement. D'ailleurs, je veux dire, IQ, dans les détails, on peut pas connaître sa vie dans les détails. Tu vois, est-ce que c'est pas très important, finalement? Finalement, c'est plus l'histoire qu'on raconte à partir de son personnage, quoi. Dans ses poèmes, IQ, de temps en temps, il parle de sa flûte en bambou. Je me suis demandé s'il avait des rapprochements avec ce qu'on appelle la secte Fouquet. Je sais qu'il était, en tout cas, cette secte, elle était peut-être un petit peu, elle a peut-être débuté un peu avant, ou... Je crois qu'on n'arrive pas vraiment à la situer très exactement. C'est un peu la même ère quand même. Ouais, d'accord. Et comme IQ parle de sa flûte en bambou et qu'on sent à travers, quand il en parle, qu'il est vraiment dans le son de cette flûte. Et qu'il a eu notamment cet éveil avec le cri de corbeau. Il est sensible, très sensible au son. Et comme des moines qui ont abandonné les temples pour jouer du shakuhachi sur les chemins et aller voir les paysans dans leurs fermes apporter le son, voilà, en échange de recevoir du riz, c'était quand même des moines qui avaient rejeté des rituels qui n'avaient plus de sens pour eux. Moi, IQ m'est personnellement très sympathique parce que je le reconnais à travers ça. Alors je me demandais si vous êtes tombé sur des écrits ou... C'est pas complètement évident, mais ceci dit, pour lui, la shakuhachi avait une importance, une grande importance. Il a écrit plusieurs poèmes sur ce sujet, et de toute façon, il y avait forcément un écho entre la secte et son parcours, mais c'est pas quelque chose qui était vraiment officiel ou quoi que ce soit. Par exemple, pendant un moment, il a rejoint la secte Nichiren, mais c'était plus pour dire quelque chose par rapport au zen de son époque que par adhésion vraiment à ça. Mais il a pas rejoint, tu vois, officiellement, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que à cette époque, il y avait beaucoup de moines qui étaient pas rattachés à des monastères, mais qui étaient des moines errants et qui vivaient parmi le peuple et qui enseignaient dans le peuple
qui colportait les histoires et qui créait une sorte de mythologie. Et le fait est que si IQ a été si connu, bon, c'est vrai qu'il avait vraiment une aptitude particulière par rapport à ses poèmes et puis ses apparitions théâtrales. Il fallait quand même avoir une certaine créativité et tout ça. Mais je pense que s'il n'avait pas été le fils de l'empereur, le fils illégitime de l'empereur, l'attention n'aurait pas été portée à ce point sur lui. Peut-être qu'on n'en aurait jamais entendu parler, parce qu'il y avait sans doute d'autres IQ à cette époque dont on n'a jamais entendu parler finalement. Mais c'était un fait connu à l'époque, qu'il était le fils illégitime de l'empereur? Il semblerait que oui, que c'était une rumeur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sa mère, qui avait quand même, sa vie était en danger en tant qu'enfant. Ah oui. Et que c'est pour ça que sa mère l'a. Une sorte de Gaspard Hauser de l'époque. Ouais, c'est pour ça que sa mère l'a mis dans le monastère, parce qu'elle avait peur pour lui, quoi, et qu'il y avait vraiment la possibilité que d'autres prétendants au trône, ou une autre branche, veuille l'éliminer pour qu'il n'y ait pas de souci avec lui à l'avenir, quoi. Et donc, je crois que c'était ce qui est certain. Les gens, les dignitaires du monastère dans lequel il était, ils savaient qu'il était. Je crois que c'est un bruit qui courait. Ouais. Et finalement, c'est quelque chose qui est devenu de notoriété publique. Ouais. Et de toute façon, il a eu des entrevues avec son père plus tard. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. En tout cas, c'est dans le manga. C'est dans le manga. J'ai oublié ça. Ouais. Tu cites le manga comme une source, mais c'est quoi la source du manga? Hein? C'est quoi la source du manga? Moi, j'ai fait, tu vois, j'ai fait les recoupements avec d'autres livres que j'ai lus sur lui. C'est quoi le manuscrit de base dont on dispose? Comme je disais, c'est la base, la base la plus proche, c'est la biographie qu'a fait Bokuzai d'IQ. Mais si on se basait seulement là-dessus, ce serait un maître zen un peu insipide en fait. Et heureusement, il a énormément écrit lui-même. Et c'est à travers ses poèmes aussi qu'on a énormément d'informations sur sa vie. Et après, il y a toutes les histoires qui ont circulé, qui font un peu plus partie d'une sorte de mythologie. Ouais. Il y a un livre en français qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui raconte l'histoire d'IQ à travers deux jardiniers, deux jardiniers qui ont fait des jardins zen, qui étaient issus du peuple. Et donc elle raconte toute l'époque et l'histoire d'IQ à travers ces deux jardiniers. C'est vraiment assez intéressant. Mais j'ai trouvé que les traductions de certains poèmes n'étaient pas terribles. Le problème, c'est que si ce sont des gens qui pratiquent pas, souvent ils passent à côté de pas mal de trucs en fait. Et par exemple, il y a aussi un petit morceau de squelette et ça passe. En tout cas, son interprétation passe vraiment à côté du truc, quoi. Mais pour finir sur cette question, est-ce que par exemple sur la mythologie qui s'est construite comme ça, à l'oral, dans le peuple, tout, on a des strates, on sait qu'est-ce qui était dit du temps de son vivant, de ce qui a été rajouté plus tard, est-ce qu'on a... on sait que... On peut suivre ça, l'évolution de sa mythologie? Disons que
les histoires, elles ont été couchées par écrit dès peut-être 100 ans après, ou enfin, je sais pas. Donc c'était pendant l'ère Tokugawa. Donc ça s'est fixé là. Après, il n'y a plus rien. Enfin, comme si... C'était oui, une première vague de mythologie, on va dire, d'histoire populaire sur Ikkyu. Et des fois, ça recoupe sa biographie, la biographie qu'en a fait Bokuzai. Donc voilà. Et parfois, ce sont vraiment des histoires orales. Donc, ouais. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le parallèle qu'on peut éventuellement faire avec aujourd'hui. Notre pratique à nous, comment est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un petit peu renfermés, on n'est pas dans des temples, mais est-ce qu'on n'est pas un peu renfermés dans notre environnement de zen, si je puis dire, et qu'on n'est peut-être pas, on passe peut-être à côté, justement, comment transmettre le plus largement possible notre pratique. Ouais. Bah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a un côté qui est intéressant dans son parcours, c'est l'aspect de la culture, l'aspect culturel, l'impression qu'il a fait sur la culture et comment aussi il a utilisé la culture aussi pour répandre. Enfin, c'est pas quelque chose tu vois, c'est pas quelque chose qu'on planifie, c'est pas quelque chose c'est pas issu d'une volonté, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui pratiquent, ils produisent des éléments culturels qui vont finalement circuler dans la société et imprégner la société. Mais sinon, enfin, nous, tel que nous pratiquons, justement, enfin, il y a vraiment un écho par rapport à sa propre pratique, puisque nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va régulièrement dans les dojos, on va régulièrement dans les sesshin, en retraite, donc, et on devient intime avec notre nature profonde, on va dire, dans ce cadre. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand on ressort du dojo ou de la retraite? Je veux dire, on est complètement dans la société, on est libre de faire absolument, enfin de donner corps et d'exprimer nos réalisations comme on le veut. Enfin, je veux dire, enfin, ça se fait très naturellement, je pense, de manière inconsciente et automatique, comme on dit. Enfin, de toute façon, c'est vraiment l'aspect quand même très à propos du zen que nous ont légué Kodo Sawaki et Deshimaru. C'est quand même dans le fait, voilà, c'est cette idée de inconscient, naturel et automatique, non ? C'est-à-dire que, voilà, on pratique de manière exigeante, régulièrement, dans les dojos et en retraite, et après, les choses se font naturellement, quoi. Non ? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'il faut un peu plus de... Moi, je donne mon expérience personnelle. Je suis assez sensible à certaines choses. Des fois, j'ai l'impression d'être enfermée dans mon petit monde et de passer... Bon, mais pour dire simplement, moi, j'habite dans un endroit un peu agréable, on va dire. Bon, j'ai mon environnement et tout. Et là, je suis dans un hôtel F1 à la porte de Montreuil. Et moi, ça m'a complètement sidéré, quoi. Moi, je me dis, je passe à côté de réellement ce qui se passe, quoi.
Et ça, voilà, ça, je sais pas comment expliquer. Je dis, je suis dans mon petit truc là, et vraiment, c'est confortable. Hein. Même si tu essayes là où tu es, forcément, de vivre ta pratique. Mais je me dis qu'il y a tout un pan de la société que j'ignore. En fait. Et alors, je sais pas, ça me sidère. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant. Puis là, le fait de sortir de chez toi, finalement, ça te permet de réaliser certaines choses et peut-être, tu vois, ça va faire bouger des choses. Enfin, mais c'est certain que si on regarde la pratique dans les dojos, on voit, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à toutes les couches sociales, toutes les races, toutes les religions même, toutes les tendances sexuelles, n'importe quoi. Mais le fait est que lorsqu'on est dans les dojos, forcément, on voit que c'est plutôt une certaine catégorie socio-professionnelle et ethnique aussi qui est là. Mais bon, le fait est que tu peux pas obliger les gens à venir aussi non plus, tu vois. Et je pense que si les gens viennent pas aussi, c'est qu'ils ont vraiment autre chose à faire, tu vois. Enfin, c'est pas ça, mais pas autre chose à faire, mais ils ont. Enfin bon, c'est pas sur leur chemin, quoi. De toute façon, tu peux pas. Par contre, oui, je sais pas, tu vois, c'est ce que je dis. Après, tu vois, un manga comme IQ, moi, je sais pas si je serais vraiment rentré dans le zen si j'avais pas travaillé sur ce manga. Ça tient peu de choses. On ne sait pas, tu vois. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui t'a montré réellement pour que ça t'ait donné envie d'aller vers le zen à toi personnellement? Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans un trip très ascétique, arts martiaux, machin, truc et tout. Et donc, au début, je m'identifiais vraiment, par exemple, au premier et au deuxième volume du manga. Après, j'avais un peu du mal à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Et voilà, c'était pas... Et après, c'est plus tard, en pratiquant, que j'ai commencé à... Enfin, après, oui, on peut dire après plusieurs années de pratique, que j'ai commencé à comprendre plus, tu vois, la deuxième vie d'IQ, on va dire, tu vois. T'avais déjà commencé la pratique. Hein? Mais t'avais déjà commencé la pratique. Ouais. Tu disais que c'est lui qui t'a amené à la pratique. Non, mais j'avais fait une initiation, tu vois, juste un petit peu avant quelques mois avant de commencer à bosser chez Glénat et quelques mois avant de le découvrir, quoi, tu vois. C'était jeune, c'était aussi dans un âge où on se cherche. Ouais. Mais ouais, enfin, pour moi, le fait de commencer le zen et puis d'avoir ce parcours devant les yeux, enfin, de travailler dessus, enfin, ça m'a complètement accompagné, quoi. Enfin, franchement, pour moi, c'était vraiment, voilà, mon premier acolyte dans le zen, quoi. Parce que j'avais fait, même si j'avais fait si je venais de temps en temps au dojo, franchement, j'étais pas tellement dans le trip, quoi. Donc c'est plus tard, après avoir fait ma première séchine avec Philippe et tout ça, là je suis vraiment rentré dedans. Et puis après, oui, enfin, vraiment je ressentais le besoin aussi de vraiment de rentrer dedans. Ouais. D'autres questions? Sinon on va finir. Je voudrais juste savoir comment vous percevez les traductions de Shibata, les traductions du poème de d'Ikyu.
crois que c'est peut-être parmi les premières traductions. Ouais, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Ça vous gêne? Bah, franchement, au début, j'avais que c'est les premières traductions que j'ai eues, c'est celle-là. C'est ça, oui. Et bon, déjà, le français est moyen, quoi. Oui. Enfin, c'est pas, Oui. c'est pas très poétique, enfin, c'est pas très entraînant ni rien, quoi. C'est assez décevant. Et alors après, en rencontrant d'autres traductions, notamment en anglais, mais je me suis rendu compte que des fois, il y a des contresens totaux, quoi. Notamment dans le texte squelette, c'est vraiment bon, c'est presque illisible de toute façon. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais... Non, mais je vous remercie de le dire parce que moi c'est intuitif en lisant ces poèmes, je sens bien qu'il y a quelque chose que c'est pas ça. Et j'ai pas d'autres références en fait. Donc j'attends votre prochain livre. Il y a quoi comme traduction qui existe? En français? Oui. Eh ben, il n'y en a pas des masses. Il y a... Moi, j'en ai... Donc Shibata, je découvre. Ouais, pour l'ensemble de ses poèmes, il n'y a que Shibata en français, pour l'instant. Il y en a quelques-uns dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure, et si vous voulez, il y en a quelques-uns là-dedans. Mais moi, j'en ai fait j'en ai rajouté en plus dans cette version-là, mais moi, je ne sais pas quand ça sortira. Donc, Et en anglais, il y a une œuvre complète aussi des poèmes qui est bien, selon toi? Moi, déjà, il y a 2 livres en anglais. Il y en a un avec ses traductions de poèmes, donc qui s'appelle Nuage fou, Crazy Cloud, je crois. Et sinon, il y a 2 études universitaires. Enfin, il y en a une que j'ai qui s'appelle Zenman EQ. Et il y en a un autre qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Et le problème, c'est que, tu vois, ils sont genre à 200 € sur Internet. Donc Crazy Cloud, tu recommandes? En anglais, mais celui-là, je sais même pas si, tu vois, c'est peut-être aussi un truc qui n'a pas été édité depuis un moment. Bien. On clôt le débat. Ouais. Donc merci beaucoup Guy pour cette conférence, voilà, qui nous a fait découvrir pour la plupart un maître zen très original qu'on peut essayer d'intégrer plus ou moins dans notre pratique, peut-être pas tout ce qu'il a fait. Et il y a ton livre là, donc si les gens veulent se le procurer, c'est voilà, auprès de toi. Ah oui, alors là, il n'y en a pas encore à la boutique. Voilà, c'est... mais à la boutique, ils ont Voix sauvage, qui est en fait un livre illustré sur du papier artisanal, tout en couleur, qui est en fait à l'origine de ce travail. Mais c'est plus la rencontre entre la Beat Generation et l'Asie. Donc il y a des textes il y a des passages de Kerouac, enfin il y en a aussi là-dedans, mais, donc Gary Snyder en particulier, et avec des poèmes, des textes, des poèmes taoïstes et zen, plus particulièrement assez rebelles, on va dire. Mais bon, c'est un autre travail. Ouais, voilà. Et puis, pour ce qui est de EQ, Maître Zen en enfer, pour l'instant, il n'est pas encore paru. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci au Dojo de Paris pour son accueil. Et,